C'est depuis le mois de mars 2022 qu'il est à la tête de cette grosse machine scientifique que le Commissariat général à l'énergie atomique CGA. Cet homme des sciences, marié et père de 3 enfants, est revenu au pays pour apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Le professeur Dr Steve Mwanza Kamwanga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est depuis l'année dernière professeur associé à l'université de Kinshasa-Unikin, particulièrement à la faculté de physique. Mais avant de devenir commissaire général à l'énergie atomique, il était directeur de recherche au CNRS en France, pays qu'il a non seulement vu naître, mais aussi réalisé une bonne partie de sa carrière en tant que chercheur. Le professeur Dr Steve Mwanza a à son actif 1196 publications scientifiques. À ce jour, il a déjà assuré l'encadrement de 7 thèses de doctorat, 9 stages de recherche de master, en plus d'avoir été membre du jury des 3 habilitations à diriger de recherche, 11 doctorats et 13 masters. Avec ses parcours élogieux, on ne peut qu'affirmer avec beaucoup d'assurance et sans crainte d'être contredit qu'il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les tempéraments calmes qu'on lui reconnaît fait présager de jours meilleurs pour le commissariat général à l'énergie atomique en général et au Centre régional et d'études nucléaires de Kinshasa en particulier, désormais engagé dans une véritable quête de prestige international de la grande République démocratique du Congo, dès par son histoire intimement liée au nucléaire. Le Commissariat général à l'énergie atomique, c'est une institution nationale et ce qu'on appelle le CRENCA, c'est le centre que vous voyez ici à Kinshasa, qui est le Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa. Mais au CRENCA, on a aussi par exemple une antenne provinciale dans le Katanga, à Lubumbashi, et des postes dans différentes villes, comme par exemple Kolwezi, Likasi, Goma, etc. Donc le CGEA ne se limite pas au CRENCA. Comment je trouve l'institution? Bon, j'ai vécu une bonne partie de ma vie à l'étranger, dans des pays plus avancés, des pays, disons, qui ont plus de ressources économiques et financières. Mon retour au pays, je trouve le pays en train d'essayer de se redresser, mais sortant quand même de plusieurs décennies de grandes difficultés. Donc le CGEA ou l'université de Kinshasa, qui nous abrite sur son site, n'ont pas été épargnés par ces difficultés. Donc il y a un appauvrissement matériel notamment, et diverses autres difficultés. Sans rentrer trop dans les détails, je pourrais les classer en 3 catégories. Dans le fonctionnement du CGEA, qui est un organisme de recherche, mais qui est centré vraiment sur les applications des sciences et techniques nucléaires à différents domaines qui peuvent intéresser la société. Dans ces activités, je dirais qu'il y a des grandes difficultés du point de vue législatif et réglementaire. Ça, c'est un volet. Un autre volet concerne la formation et le niveau de formation des acteurs. Et un troisième volet concerne, à mon sens, le niveau des investissements par rapport au projet qu'on est censé mener. Alors, pour essayer de faire vite, globalement, j'ai trouvé parmi les personnels des gens enthousiastes et volontaires pour la plupart, aussi bien ici au CRENCA qu'en province.
Bon, évidemment, avec toutes les difficultés qu'on a connues, il y a quelques personnes qui sont un peu découragées, un peu démotivées, et vraiment une infinité de personnes, disons une petite minorité, qui est même, je dirais, un peu dans la distraction. Mais pour l'essentiel, ce sont des personnes enthousiastes et volontaires. Mais il y a les grands problèmes, je dirais, que je qualifie de structurels, moi, pour l'exercice du CGEA. Alors, du point de vue législatif et réglementaire, on a, le CGEA a été fondé par une ordonnance de 1978. Donc c'est quand même un petit peu ancien, le CGEA lui-même est encore. Donc il faut reprendre complètement le travail et améliorer les textes législatifs et leur interprétation. Malheureusement, dans le pays, le niveau de la formation, particulièrement en physique, puisque notre cœur de métier ici, c'est la physique nucléaire, est très largement insuffisant. Je vais vous citer juste 2 exemples qui m'ont frappé. La première chose qui m'a frappé, c'est de me dire, ici, quel est le cœur de métier? C'est, j'ai dit, la physique nucléaire. Il existe un certain nombre d'universités dans le pays. Combien y a-t-il de départements de physique? Je pose la question, on me répond un seul. Grande surprise. C'est une anomalie. Dans les autres pays du monde, même dans les autres pays africains, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, première grande erreur structurelle. Deuxième surprise, je demande ici à savoir combien de personnes sont porteurs d'un doctorat en physique nucléaire. Parce qu'il faut quand même rappeler aux gens, nous sommes un pays qui a des ressources en uranium. Donc c'est quand même très important et très stratégique. Je pensais naïvement en arrivant que j'allais trouver dans la plupart des grandes universités du pays des départements de physique. Je pensais en particulier que pour la région de Kinshasa, j'allais trouver, même peut-être s'ils étaient un petit peu plus âgés, toute une série de professeurs qui étaient docteurs en physique nucléaire. Un seul département de physique, un seul docteur en physique nucléaire qui est déjà très âgé et qui devrait être à la retraite depuis plusieurs années. Donc rien qu'avec ces 2 observations, on comprend, et ça c'est pas de la faute des scientifiques ici, c'est que nos dirigeants ces dernières décennies ont commis pour ce secteur des erreurs structurelles très graves, dont on paye un peu les conséquences maintenant. Conséquence, la majorité des chercheurs que j'ai ici n'ont pas un niveau suffisant. Dans les autres pays du monde, pour être appelé chercheur, il faut avoir un doctorat, par exemple en physique nucléaire, en chimie nucléaire, etc. Ici, la majorité des chercheurs ont un niveau de licence dans l'ancien système, qui correspondrait à peu près au niveau de master dans le système LMD. Donc c'est insuffisant. Et puis il y a tous les appareillages, tous les instruments qu'on peut utiliser. On est mal doté, donc les gens, même les chercheurs, ont du mal à avoir accès aux technologies de dernier cri, en termes d'appareillage, en termes d'informatique, pour avoir des ordinateurs dernier cri, et au-delà des ordinateurs, des systèmes de serveurs qui permettent vraiment de faire du calcul intensif, comme ça se fait dans les centres de recherche partout ailleurs dans le monde. Donc de ce côté-là, il y a un grand déficit j'allais dire, de formation de base, mais au-delà de ça, je dirais d'accès aux technologies de pointe. Et du coup, l'expérience de nos chercheurs s'en ressent. Alors, il y a un peu le constat est un peu plus mitigé que ça, parce qu'on arrive quand même à se former, notamment en allant à l'étranger, parfois avec des financements du pays, et souvent aussi avec des aides extérieures, et notamment dans notre secteur et ici au CGEA, on est aidé par l'Agence internationale à l'énergie atomique, qui nous aide vraiment beaucoup du point de vue de la formation. Sans elle, ces dernières décennies, on aurait vraiment souffert. Au niveau des projets en tant que tels, les moyens financiers de l'AIEA sont un peu plus réduits, mais en tout cas en termes de formation, ça nous aide énormément. Maintenant,
il faut, au-delà de ces aides qui viennent un peu de l'extérieur et des formations qu'on fait dans les pays étrangers, il faut réparer, disons pour parler simple, nos systèmes de formation sur place. Il y a un point que je n'ai pas évoqué parmi les trois que j'avais mentionnés, c'est le problème du financement. Je vais prendre quelques exemples. On a, parmi les grands projets ici, on a de nombreux projets au CGEA, mais parmi les grands projets, on a par exemple le redémarrage du réacteur. Le chiffrage de ce projet, en fonction des interlocuteurs, c'est de l'ordre de 10 à 15 millions de dollars. On a en projet un centre dont la maquette se trouve ici, qui est un centre de diagnostic multidisciplinaire et de radiothérapie qui servira beaucoup pour le traitement contre le cancer et qui sera le premier centre public de ce type en RDC. Ça coûte entre 30 et 35 millions de dollars. Adossé à ça, et notamment pour les machines de diagnostic qui sont des tomographes à émission de positrons, c'est vraiment des techniques modernes pour ça, il faudrait avoir une production de radioisotopes, typiquement par exemple le fluor 18, et il faut pour le produire avoir un cyclotron. On a sur la table un projet qui coûte à peu près 11 à 12 millions de dollars. Et puis on peut multiplier les exemples comme ça. On a par exemple un projet pour équiper nos postes aux frontières de détecteurs automatiques de la radioactivité. C'est quelques millions de dollars en fonction du nombre de portiques qu'on veut installer, etc., etc. Voilà, globalement, c'est un peu ça, la hauteur de la barrière à franchir pour réussir nos projets. Il se trouve que pour des raisons diverses et variées, depuis 2015-2016, le CGEA n'a pas touché de subvention de l'État. Donc il vit de ses fonds propres, qui sont majoritairement utilisés, une fois qu'on a déduit toutes les redevances à payer, qui sont essentiellement utilisés pour payer les charges fixes, pour payer les primes des agents, etc., etc. Et j'ai fait faire par les services financiers ici une petite analyse de la ventilation de ces dépenses. Et il reste en réalité, sur ces sommes qui transitent par le CGEA, environ 3 à 5% de ces sommes qui sont réellement utilisées pour la formation et pour la recherche. Et donc on comprend que c'est très largement insuffisant et sans financement du gouvernement et avec des fonds propres réduits, les objectifs qu'on s'est fixés en termes de projet sont tout simplement hors de portée. Il faut dire les choses clairement. Il y a un effort du gouvernement qui est fait. Je peux donner un exemple que j'ai trouvé un peu sur le terrain. Pour la loi de finances 2022, le gouvernement avait prévu 2 millions de dollars pour financer les projets du CGEA. Malheureusement, pour des raisons diverses dans lesquelles je ne vais pas rentrer, il ne nous a pas été possible d'engager, c'est-à-dire de sortir ces fonds des caisses de l'État. Donc là, en 2023, notre comité de gestion a vraiment insisté sur ce point pour qu'on ne loupe pas ce coche plusieurs années de suite. Et nos équipes du service financier notamment sont vraiment à l'œuvre pour essayer, dans la loi de finances 2023, de réussir vraiment à sortir cet argent pour pouvoir l'utiliser pour les projets. C'est très important parce que même si l'AIEA a un rôle pour nous aider ponctuellement un peu sur les projets, comme j'ai un peu évoqué tout à l'heure, elle a un rôle additionnel pour essayer, avec sa crédibilité et son aura, d'appuyer et d'aller chercher des partenaires qui peuvent abonder
au financement de nos différents projets. Mais on comprend aussi que ça n'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que si le CGEA avec son fonds propre et surtout le pays n'investissent pas à un niveau suffisant sur un projet, ce n'est pas des étrangers qui vont payer l'essentiel du projet pour nous. Donc l'investissement de l'État pour nos projets est vraiment très important et capital. Et notamment, par exemple, des projets qui me tiennent vraiment à cœur parce que ça touche directement à la santé publique, comme la lutte contre le cancer, sont vraiment des projets sur lesquels il faut que nos responsables investissent. Du problème législatif et réglementaire, pour l'instant, je dois dire, à ma grande déception, mais je ne perds pas espoir, que j'ai essayé d'expliquer ce que je vous explique là, j'ai essayé de donner des exemples de ce qui se passe à l'international, dans les pays où ça marche, dans des pays même africains où ça marche beaucoup mieux que chez nous, et pour l'instant, je dois dire que ma voix ne porte pas. Bon, on ne se désespère pas pour autant, on continue à essayer d'expliquer ce qu'est l'intérêt du pays en la matière. Donc là, on continue le travail. Pour ce qui est de la formation, je vous ai parlé des deux projets essentiels, donc ce projet de master et de doctorat en physique corpusculaire et en cosmologie, sur lequel on planche, sur lequel on travaille. On est même en train de déjà rédiger les cours, parce que si on a toutes les approbations à la rentrée, il faudra bien qu'on ait les cours prêts à présenter aux étudiants. Et puis il y a ce projet d'École nationale supérieure de sciences et techniques nucléaires sur lequel on planche très activement. Pas plus tard que ce matin, pendant 2 heures, on était en réunion sur ce projet. Ce sont des réunions hebdomadaires. Donc il y a un travail intensif qui est fait de ce côté-là. Et pour ma part, comme beaucoup de collègues ici d'ailleurs qui ont une thèse, nous participons à l'enseignement ici. Et depuis peu, je suis professeur associé de physique au département de physique, en plus de mes différentes obligations en tant que commissaire général. Donc voilà pour le volet enseignement. Pour le volet finance, j'y ai un peu fait allusion aussi. J'essaye de motiver les équipes pour, avec l'aide du secrétariat général et en particulier du sous-gestionnaire aux finances, d'essayer vraiment de sortir l'argent que le gouvernement met à notre disposition. Donc voilà un petit peu les actions de manière générale que j'ai menées. J'ai mené aussi, d'après mes observations ici, des actions que j'appelle, que j'ai baptisé d'un chapeau, que j'appelle le plan d'urgence. Alors, pourquoi ? Il s'est trouvé que je me suis retrouvé cet été à la tête d'un centre où on devait redémarrer un réacteur nucléaire, mais à un moment donné, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait plus d'eau qui arrivait ici sur ce centre. C'est très problématique pour un centre comme celui-ci. Et donc, il y avait un forage qui avait été fait par le commissaire général honoraire, feu le professeur Lukanda, mais malheureusement, ce forage était tombé en panne. Donc, rapidement, on a fait faire une étude pour ça, et on a pu réhabiliter le premier forage et on a en projet d'en faire un deuxième pour satisfaire vraiment tous les besoins d'eau, et ils sont multiples ici. On ne peut pas avoir par exemple de sécurité nucléaire dans un site où il n'y a pas d'eau, parce que par exemple quand il y a des contaminations, une des premières recommandations c'est d'enlever ses vêtements qui peuvent avoir encore des petits éléments qui émettent de la radioactivité, et de prendre une douche justement pour les évacuer aussi partout à la surface du corps. Et sans eau, évidemment, on ne pourrait pas le faire.
Donc ça a été un des volets du plan d'urgence, de rétablir l'accès à l'eau. Le deuxième volet concernait par exemple la protection globalement des infrastructures, des appareils électriques et électroniques. Et pour ça, on a investi dans l'installation d'un paratonnerre et de systèmes parafoudres qui équipent aujourd'hui, c'est récent, hein, c'est vraiment récent, qui équipent aujourd'hui le bâtiment du réacteur et le bâtiment qu'on est en train de finaliser, qui va équiper une salle de serveur informatique, parce que parmi les efforts qu'on fait, on va passer aussi à la numérisation des activités et de l'organisation du CGEA. Globalement, j'ai essayé de faire en sorte, je n'ai pas fait de choses très miraculeuses par rapport à ce qui était fait avant. Ce que j'ai essayé de systématiser, c'est que toutes les primes dues aux agents soient payées en temps et en heure le mois dit, que les choses ne soient pas déportées, etc., etc. Donc il y a un peu plus de rigueur dans la distribution de ce qu'on doit à nos agents en termes de traitement et de primes. Mais il n'y a rien eu de très révolutionnaire parce que, pour une raison économique simple, je veux dire, les recettes du CGEA n'ont pas augmenté et donc c'est difficile d'avoir globalement des augmentations de salaire si on n'a pas d'augmentation du chiffre d'affaires ou des bénéfices. Mais on essaie en tout cas de gérer de manière plus serrée toutes les finances. Je prends un exemple. Depuis que je suis arrivé, j'exige de manière systématique que tout ce qu'on fait, l'installation du paratonnerre, des parafoudres, le fait de réhabiliter le forage et tout ça, soit fait avec des entreprises sous contrat, pour que les choses soient claires et qu'il y ait des clauses dans le contrat qui protègent le CGEA. Ça permet d'éviter quand même beaucoup de pertes d'argent et dans l'exécution des contrats, on prévoit toujours de payer les choses de manière fractionnée. On donne quelque chose au début du contrat et on donne le total, le solde, à la livraison une fois qu'on vérifie que le travail en question a réellement été fait suivant ce qui a été décrit dans le contrat. Donc il y a un peu cette rigueur-là qui nous permet d'une certaine manière de faire des économies, parce que quand on y va comme ça, on peut avoir beaucoup de déconvenues. Et on est encore aujourd'hui dans notre gestion en train d'essuyer les plâtres de déconvenues passées. Donc voilà, on essaie d'être un peu plus serré au niveau de la gestion, pour en recueillir quelques bénéfices supplémentaires qui nous permettent d'avoir un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir investir dans la recherche. Niveau, mes relations sont des relations bonnes. On a un nouveau ministre qui a pris ses fonctions récemment. On le découvre un peu dans l'exercice de ses fonctions. On a eu par rapport à l'équipe sortante, disons, des relations qui étaient bonnes. Globalement, on essaie d'avoir de bonnes relations avec la tutelle et de leur expliquer les choses, de leur expliquer les enjeux, de leur expliquer les dangers. C'est pas toujours simple, mais je le fais aussi en défendant les intérêts du CGEA, les intérêts de la recherche, les intérêts de la science, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je suis plus que persuadé, et j'ai eu la démonstration par A plus B dans tous les pays que j'ai eu l'occasion de visiter, et même en lisant les livres d'histoire, je le répète, aucun pays au monde ne s'est développé à une quelconque période de l'histoire, c'est pas uniquement la période moderne, hein, même dans les périodes antérieures, sans maîtriser la science et la technologie de son temps.
Et c'est un peu ce message que j'essaie d'apporter. Mais c'est difficile parce qu'il y a d'autres difficultés, d'autres urgences, il y a un manque de culture et de connaissances scientifiques, donc c'est pas facile. Oui, alors le réacteur date même d'avant le président Mobutu. Le tout premier réacteur date de 1959, c'est-à-dire juste avant l'indépendance. Et c'est une histoire importante que les Congolais doivent connaître. De quoi s'agit-il? Tout ça est lié à la Deuxième Guerre mondiale et au projet Manhattan de construction des premières bombes nucléaires américaines. Peut-être les gens qui nous écoutent ne le savent pas, mais l'uranium qui a permis de fabriquer ces bombes, ou même l'uranium qui a permis de fabriquer le plutonium pour la deuxième bombe, viennent de la République démocratique du Congo et, pour être un peu plus précis, de la mine de Chinkolobwe. C'est grâce, disons, ou en raison de cette contribution de la RDC à cet effort qui a permis aux Américains en particulier de remporter la Deuxième Guerre mondiale, que Monseigneur Gillon, dont on voit le portrait ici, puisque ici vous avez la galerie des portraits de mes illustres prédécesseurs en tant que commissaires généraux à l'énergie atomique. Monseigneur Gillon est à la fois le fondateur de l'université de Lovanium, qui est aujourd'hui l'UNIKIN, et il était prêtre de son état et également physicien nucléaire. Donc c'est lui qui a créé ce centre-ci et qui a réussi à convaincre à la fin des années 50, le gouvernement colonial belge de l'époque, qu'en rétribution aux contributions de la RDC à la victoire, je dirais, du monde libre, entre guillemets, hein, par rapport à différents totalitarismes qui étaient combattus au moment de la Deuxième Guerre mondiale, la RDC reçoive en compensation, disons, ce centre qui est dédié à l'utilisation de l'énergie nucléaire, mais à son utilisation pacifique. Donc, un premier réacteur qu'on appelle ici Trico 1, qui a fonctionné entre 1959 et 1971. En 1972, le gouvernement de l'époque rachète un deuxième réacteur, plus puissant que le premier. C'est ce qu'on appelle Trico 2, qui est dans le bâtiment derrière ici, et qui a une puissance de 1 MW. Mais c'est un réacteur nucléaire de recherche. Ça n'est pas un réacteur nucléaire pour produire de l'électricité. On a complètement décroché de tout ça. Aujourd'hui, on peut prendre l'Afrique du Sud comme exemple, le Ghana, l'Égypte, le Maroc, etc., etc. Ce sont des pays qui nous ont très, très largement distancés. Donc il s'agit maintenant de reconstituer un peu nos forces et de revenir un petit peu dans la course. Et c'est un effort difficile et de longue haleine. Et il faut pour ça que la population ait conscience d'une chose fondamentale. Même si elle ne retient pas les détails de tout ce que j'ai expliqué sur les isotopes, il faut comprendre une chose de base que j'ai mis plusieurs décennies à bien comprendre moi, c'est qu'il n'y a pas 36 000 recettes pour qu'un pays avance et se développe correctement. Il y a essentiellement des facteurs d'organisation humaine. Ça peut être la démocratie, ça peut être n'importe quel système de gouvernance, pour peu qu'il soit bien organisé et clair. Et surtout, la deuxième jambe sur laquelle on doit avancer et qui a toujours été négligée dans les pays en voie de développement et dans les pays africains en particulier, c'est la maîtrise de la science et de la technologie. Vous prenez à toutes les périodes de l'histoire, tous les pays du monde, il n'y en a aucun qui s'est développé sans ces deux éléments. Et donc, il faut que tout le monde comprenne que ne pas investir dans la science et la technologie, c'est mécaniquement se condamner au sous-développement. Ça, c'est le message essentiel pour tous les citoyens de base, mais aussi
pour les dirigeants politiques de notre pays. C'est vraiment fondamental. Si on commet cette erreur-là, on se condamne mécaniquement au sous-développement. On pourra faire tous les discours qu'on veut, les résultats seront ceux-là. C'est un dispositif qui permet en gros d'avoir une machine de production intensive de neutrons. Alors, comment ça marche? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques éléments dans la nature dont le noyau de l'atome est fissile. Ça veut dire que ce noyau qui concentre énormément d'énergie, peut-être s'il faut rentrer dans les détails, je peux expliquer un tout petit peu pourquoi. En gros, dans la structure de l'atome, vous avez un noyau très concentré qui concentre l'essentiel de la masse et qui est chargé positivement parce qu'il est formé de protons et de neutrons. À l'extérieur de ça, vous avez des électrons de charge négative qui gravitent autour. Donc, le premier équilibre, c'est d'avoir un équilibre entre la charge électrique, et il y a une loi de base de l'électricité qui dit que les charges de même signe se repoussent et les charges de signe opposé s'attirent. Donc, les électrons sont attirés par la charge positive du noyau, et tout ça reste à peu près en équilibre avec des lois de physique très précises qui dépassent très largement le cadre de cette interview. Bon, ça c'est une chose. Mais si on regarde et qu'on observe le noyau maintenant, il est formé de beaucoup de charges positives, les protons, qui sont très proches les uns des autres. Donc, qui se repoussent du point de vue électrostatique d'une manière extrêmement intense. Mais il y a beaucoup de noyaux, la majorité des éléments chimiques qu'on observe autour de nous, ou même ceux qui nous constituent, qui sont stables. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre phénomène qu'on appelle en physique fondamentale l'interaction forte, qui est une autre interaction fondamentale, qui est attractive et qui est plus intense que cette répulsion électrostatique entre les protons. Et donc, ça veut dire qu'au cœur de tous ces systèmes, il y a vraiment un équilibre dynamique, mais avec des énergies très importantes qui sont mises en jeu. Les énergies de liaison entre toutes ces particules sont très intenses. Et si on en revient maintenant aux noyaux fissiles, ce sont des noyaux des noyaux lourds en général, d'éléments lourds, qui peuvent dans certaines conditions être cassés en deux et libérer une partie de cette énergie de liaison. C'est ça l'énergie nucléaire en fait. Et par exemple, le combustible le plus utilisé pour ça, c'est l'uranium. L'uranium existe dans, disons, ce qu'on appelle des isotopes, c'est-à-dire des configurations du noyau qui ont le même nombre de protons, mais qui peuvent avoir des nombres de neutrons différents. L'isotope le plus fréquent, c'est l'uranium-238. Et puis, il existe à peu près à 0,7% dans les conditions naturelles, un isotope fissile de l'uranium, qui est l'uranium-235. Quand on envoie un neutron de relativement basse énergie sur le noyau de l'uranium-235, ça peut casser ce noyau en deux. Et, phénomène important, ça libère de l'énergie, mais ça libère également d'autres neutrons. Et donc, les noyaux voisins de cette première fission vont être aussi potentiellement touchés par les neutrons qui ont été libérés par la première fission. Et eux-mêmes vont libérer en moyenne 2 ou 3 neutrons. Et donc on comprend avec ça que si on a vraiment une grande quantité d'uranium, la succession de plus en plus grande et exponentielle de ces fissions individuelles de noyaux va aller croissante, la quantité d'énergie totale libérée va être énorme et la quantité de neutrons également. Si on ne contrôle rien de ce phénomène et qu'on a suffisamment de noyaux, on arrive à ce qu'on appelle une bombe nucléaire. Les bombes d'Hiroshima, Nagasaki, c'était ça. Si on contrôle
la quantité d'uranium qui est à proximité de cette réaction et qu'on essaie un peu de contrôler, de diminuer un petit peu le rythme et l'intensité de tout ce que je viens de décrire, on peut avoir ce qu'on appelle une réaction de fission nucléaire contrôlée, et c'est ce qu'on essaie de faire dans les réacteurs nucléaires. Et donc, globalement, on va avoir un flux de neutrons qui va être très important. L'énergie libérée, quand on est dans le cadre de réacteurs nucléaires pour la production d'électricité, va servir par exemple à chauffer de l'eau dans un circuit primaire et un circuit secondaire qui va récupérer la chaleur de cette eau pour faire tourner des turbines électriques et produire de l'électricité. Dans un réacteur de recherche, on ne va pas jusque-là. On se contente en gros d'avoir la fabrication d'un flux très intense de neutrons qui permet de faire différentes recherches et différentes applications. Les principales applications, c'est par le bombardement des neutrons, de rendre des noyaux qui sont normalement stables en des noyaux instables. C'est ce qu'on appelle les radioisotopes. On les rend artificiellement radioactifs. Et ça peut être utilisé comme traceur pour certains suivis ou tests non destructifs dans l'industrie. Ça peut être utilisé comme radiotraceur qu'on injecte aux patients pour faire des examens de scintigraphie, par exemple en médecine nucléaire. Il y a toutes sortes d'applications des radioisotopes qu'on peut faire comme ça, et c'est une des activités de la maison d'ailleurs. On a acheté, avec le concours de l'AIEA, une gamma caméra qui sert précisément à faire ces examens de scintigraphie, et on fait ça en collaboration avec le service de médecine nucléaire des cliniques universitaires ici même à Kinshasa. Donc ça, c'est une des applications. Les autres applications, c'est ce qu'on appelle par exemple de l'activation nucléaire. On peut prendre des échantillons qui sont stables, les bombarder par des neutrons, et ils se mettent à émettre un type particulier de radioactivité, la radioactivité gamma, qui donne une signature de l'élément. Et donc quand on a excité comme ça un échantillon de matière inconnue, eh bien on peut, grâce à ces techniques, dire dans cet échantillon, il y a exactement telle quantité d'uranium, telle quantité de fer, telle quantité de plomb, etc., etc. Donc ce sont des techniques assez fines comme ça. Et puis ça permet en plus de faire de la recherche et de former des générations d'étudiants. Donc voilà un peu l'importance que peut avoir un réacteur nucléaire de recherche. Juste un mot, parce que vous avez évoqué ça. Moi, je viens de la physique des particules, donc je cherche aussi, dans ma politique scientifique ici, à étendre le spectre des instruments qu'on maîtrise ici pour avoir un aspect complémentaire du réacteur avec des accélérateurs de particules de basse énergie. Donc voilà, c'est un peu le tableau complet. Un accélérateur de particules, c'est essentiellement un dispositif qui va prendre une particule chargée, par exemple comme le proton qu'on évoquait tout à l'heure, ou par exemple les électrons, qui va leur appliquer une différence de potentiel, qui va accélérer ces particules. Et puis, une fois qu'elles sortent de l'accélérateur de particules, ça peut aller taper une cible et faire une réaction particulière. Voilà. Ou par exemple, avec certains faisceaux de particules, comme par exemple des protons ou des ions, on peut aller traiter directement des tumeurs cancéreuses comme ça, en détruisant les tumeurs cancéreuses. Par exemple, on peut, avec certains accélérateurs, stériliser du matériel médical, on peut réduire les phénomènes comment dire, par exemple, pour toutes sortes de légumes qui pourraient germiner, c'est ça, on peut arrêter la germination et avoir plus de temps pour écouler des marchandises agricoles. Donc vous voyez, ça peut avoir des applications extrêmement concrètes et très bénéfiques pour l'économie d'un pays. Il y a vraiment beaucoup d'applications comme ça, et comme je l'ai dit, toutes celles des accélérateurs de particules et des réacteurs sont complémentaires. Donc ça pourrait vraiment enrichir notre secteur. Et par exemple, si on avait eu les connaissances et la bonne analyse
parce que le deuxième réacteur dont j'ai parlé est à l'arrêt depuis 19 ans maintenant. Si on avait eu ces deux options à l'époque, on ne serait pas resté 19 ans sans aucun instrument pour faire nos recherches ou pour faire des applications. On aurait eu ces deux voies complémentaires pour passer de l'une, soit utiliser les deux en même temps avec leur complémentarité, soit s'il y en a une qui a une difficulté, à continuer d'avancer avec l'autre. Donc c'est un peu ça que je cherche à proposer à nos autorités et même aux scientifiques ici qui ne connaissent pas les accélérateurs de particules. L'année dernière, avant même d'être commissaire général, j'ai organisé avec mes collègues du CNRS en France une école d'initiation à la physique des accélérateurs de particules, auquel quelques personnes du département de physique de l'université et quelques personnes du CGEA ont pu assister en vidéoconférence. Et puis plus récemment, il y a un de nos chercheurs ici que j'ai envoyé en France pour continuer à suivre le même type de formation pendant une semaine dans une école thématique sur ces accélérateurs de particules. Je vais vous donner un exemple que j'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Parmi les maladies qui frappent les populations dans le monde, les cancers sont de plus en plus prévalents dans tous les pays du monde et ça se constate en Afrique aussi. En France, pays où j'ai vécu longtemps et où j'ai travaillé, on considère qu'il faut une machine de radiothérapie qui est un accélérateur d'électrons, donc c'est un accélérateur de particules, il en faut une pour 100 000 habitants. Ici, nous sommes un pays d'environ 100 millions d'habitants. Combien de machines de radiothérapie avons-nous pour tout le pays? Une seule, dans une clinique privée ici à Kinshasa. Et donc on voit bien que même sans nécessairement avoir les mêmes seuils et les mêmes exigences en matière publique, on est très loin du compte, très loin. Il y a des gens qui travaillent par exemple en radioagronomie, c'est assez intéressant. On peut prendre par exemple des plantes, prendre leurs semences. Elles ont un certain patrimoine génétique, ces semences. On les irradie pour provoquer sur l'ADN des mutations qui sont beaucoup plus fréquentes et essayer de sélectionner les mutants qui vont être adaptés à une agriculture soit simplement plus productive ou éventuellement aussi mieux adaptée à l'évolution climatique, puisque le réchauffement climatique touche tous les pays du monde et la RDC n'en est pas exempt. Donc voilà, c'est ce type d'application qu'on fait. On fait toute une série de tests qu'on appelle non destructifs, avec de la magnétoscopie, des ultrasons, des techniques de ressuage, qui peuvent servir par exemple sur un barrage hydroélectrique à savoir quel est l'état du béton. On ne peut pas juste en regardant à l'œil comme ça le voir, on ne peut pas mettre un microscope dans le béton, donc il y a des techniques un peu différentes qu'on maîtrise ici et qu'on peut appliquer. On fait tout un volet d'applications médicales qui sont en gros dans les grandes catégories du diagnostic, savoir quel est l'état du patient et quel est l'état d'évolution éventuellement de sa maladie ou de l'efficacité du traitement, et par ailleurs des techniques de thérapie qui sont basées sur les sciences nucléaires. Je voudrais déminer des idées fausses et qui relèvent du fantasme. Première chose, s'inquiéter en matière de nucléaire, c'est plutôt sain comme réflexe, parce que c'est un secteur qui contient des dangers intrinsèques. Ça, c'est tout à fait clair. Par contre, un réacteur de recherche tel que celui-ci, ou comme ils sont conçus de manière générale, ne peuvent pas donner lieu à des explosions telles qu'on a pu les connaître
récemment à Tchernobyl en 1986, c'était en Ukraine, mais c'était l'URSS de l'époque, et en 2011 à Fukushima au Japon. Ça, techniquement, c'est pas possible. Ces deux réacteurs-là c'était des réacteurs de production d'électricité, donc des très très grandes puissances, des choses qui sont plusieurs centaines de fois plus puissantes que notre réacteur-là. Il y a d'autres dangers qui sont des actes malveillants, peut être des vols de barres de combustible, des choses comme ça. Il peut y avoir d'autres facteurs extérieurs, comme par exemple des incendies importants qui pourraient faire en sorte qu'in fine, il y ait des matières radioactives qui soient diffusées dans l'atmosphère et aillent contaminer les environs. Mais voilà, c'est ça, c'est pas sans danger, mais il n'y aura jamais une explosion nucléaire avec les dispositifs qu'on a ici. Donc il faut sortir de ça, il faut que les gens aient vraiment une vision un peu plus rationnelle là-dessus et essayer de savoir ce que dit la science et pas seulement ce que disent les racontards et les fantasmes. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, il y a une équipe qui travaille sur le redémarrage du réacteur, donc dans le but futur de produire localement certains radioisotopes et d'avoir des capacités d'activation nucléaire pour analyser des choses, analyser des échantillons. Oui, alors les armes nucléaires, c'est vraiment une autre catégorie que les armes qui nous serviraient vraiment pour traiter ce conflit, cette agression extérieure. Et d'autant que dans la politique sécuritaire et des affaires étrangères du pays, nous avons signé des traités de non-prolifération des armes nucléaires, et notamment un traité pour faire de l'Afrique un continent où il n'y a pas d'utilisation d'armes nucléaires. Donc on a pris une certaine orientation là-dedans pour ne pas en fabriquer. Ça, c'est une chose. Dans ce domaine, et c'est quelque chose d'assez sensible et délicat, sans aller jusqu'à des armes nucléaires, on pourrait subir des attaques de ce qu'on appelle des bombes sales. Et là, l'expertise en mesure de radioactivité du CGEA pourrait servir éventuellement. Mais je dirais de manière directe sur ce type de conflit-là, on n'a pas d'apport vraiment direct et particulier. Il peut y avoir des apports, par exemple, de l'utilisation de satellites pour surveiller nos frontières, pour surveiller si on a le bon type de caméra sur ces satellites géostationnaires, donc qui sont vraiment en permanence au-dessus de la zone qu'on veut surveiller, avec par exemple des caméras infrarouges, il est possible même de manière nocturne de suivre les mouvements de troupes. Et donc ça pourrait aider beaucoup nos armées. On pourrait penser à d'autres techniques que j'ai parfois suggérées. Quand il y a par exemple des attaques ponctuelles de groupes rebelles qui massacrent la population, plutôt que de chaque fois réagir avec un temps de retard et constater le matin qu'un certain nombre de nos compatriotes se sont fait massacrer, on pourrait par exemple développer des applications. Bon, je sais que dans les milieux ruraux, tout le monde n'a pas un téléphone portable, mais peut-être quelques personnes peuvent l'avoir, et on pourrait avoir des simples applications qui nous permettent de déclencher un simple système d'alarme qui envoie un tag, comment dire ça en français, l'heure et les coordonnées GPS directement à nos différents services de sécurité. Comme ça, en temps réel, quand il y a une attaque, la police, l'armée, nos services secrets sont directement saisis et on ne va pas mettre des heures pour réagir après. Et de cette manière-là, on pourrait être beaucoup plus réactif. Donc, ce que je dirais, c'est que le CGEA en propre, avec les techniques qui sont développées ici, on n'a pas de solution spécifique pour ce type de conflit. Mais vous voyez par exemple que la connaissance de la science et des technologies permet d'avoir quelques idées
qui permettent aussi à notre armée, pour soutenir l'armée ou nos décideurs politiques, d'avoir des pistes de réflexion et des propositions. Et on a, si je ne me trompe pas, une loi qui sépare le CGEA en tant qu'opérateur public dans le secteur du nucléaire du CNPRI, qui est l'autorité réglementaire. Et il y a des difficultés à ce niveau-là. Je ne préfère pas le cacher, c'est un secret pour personne qui s'intéresse au sujet ici en République démocratique du Congo. Et malheureusement, les confusions, les erreurs dans la conception elle-même de la loi et dans son interprétation pèsent sur le secteur. Ça crée un climat de défiance et même parfois, au-delà de ça, de tension, voire de haine entre les agents de ces deux structures qui sont censées travailler quand même en synergie, chacun avec ses prérogatives, mais quand même en synergie. Et le fait de ne pas clarifier ou de ne pas interpréter correctement ce que devrait être la loi dans ce secteur, ça pèse. Ça n'aide personne et ça n'aide certainement pas le pays. À mon sens, hein, c'est très ambitieux ce que je vais dire, mais à mon sens, il faut reprendre assez largement les textes de loi, proposer de nouvelles lois, et l'essentiel là-dedans, c'est d'arriver à faire en sorte que par construction législative, les prérogatives de l'opérateur et du régulateur soient mutuellement disjointes. C'est la clé. C'est un peu, si je dois donner une analogie, pour des amateurs de football, le CGEA, c'est comme une équipe de football qui peut rencontrer d'autres adversaires. Le CNPRI, c'est l'arbitre, les juges de touche, les juges vidéo, si vous voulez. Et dans les confusions de prérogatives des uns par rapport aux autres, personne, aucun amateur de foot n'accepterait qu'à un moment donné du match, l'arbitre prenne le ballon, dribble et aille marquer un but. On comprend tout de suite que c'est absurde. Et pourtant, la confusion législative et réglementaire qui règne ici dans le secteur du nucléaire est précisément de cette nature. Qu'est-ce que ça pose comme problème si l'arbitre fait ça? C'est qu'il va défavoriser l'équipe contre laquelle il a marqué en favorisant l'autre. Donc il ne sera plus impartial. Il aura parti pris pour une des deux équipes. Premier type de problème. Deuxième type de problème, pendant que l'arbitre joue et dribble, là, qui arbitre le match? Qui est capable de dire si on a fait une faute contre l'arbitre ou inversement si l'arbitre a fait une faute contre un des joueurs? Personne. Donc on comprend bien que quelqu'un qui est arbitre, et c'est le rôle d'une autorité réglementaire, ne peut en aucun cas jouer le match. Les opérateurs publics ou éventuellement privés, quand ils peuvent être privés, sont dans l'action. Le régulateur est exclusivement dans le contrôle de l'action, jamais dans l'action. Et à force de faire des erreurs ou d'entretenir sciemment cette confusion, on plombe tout le secteur en fait. Et on plombe aussi toute la crédibilité internationale du secteur. Et c'est grave parce que c'est un secteur sensible, je dirais même, peut-être pour des spectateurs qui ne connaissent pas et qui nous écoutent, c'est le plus sensible au monde. Toute la sécurité internationale et la géostratégie reposent sur ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur repose sur quoi, in fine? Sur des armes nucléaires. Donc le secteur du nucléaire, qu'on le veuille ou pas, depuis 1945, dans le monde entier, c'est le secteur le plus sensible.
On a par exemple en termes de radioagronomie le fait d'essayer de développer à plus grande échelle des productions avec des semences modifiées. Ça c'est par exemple un axe. Bon, il y a l'axe de la lutte contre le cancer que j'ai déjà évoqué et pour lequel on sollicite vraiment nos tutelles. Notamment le ministère de la Santé qui doit travailler de manière assez rapprochée avec le ministère de la Recherche pour ça, et surtout qu'on puisse avoir les investissements qu'il faut, parce que sinon ça laisse notre pays et notre population face à des drames. Une fois que quelqu'un est atteint du cancer, bon, le peu de gens qui ont suffisamment de moyens peuvent aller se faire soigner à l'étranger. Pour les autres, c'est une mort assurée et dans des conditions absolument horribles. Donc on peut faire quelque chose contre ça, et notamment les accélérateurs de particules que j'évoquais tout à l'heure sont un moyen très très efficace. C'est quasiment le moyen le plus efficace connu pour lutter contre ça. L'AIEA nous tend les bras avec une initiative qu'ils appellent le Rayon de l'espoir, qui est une initiative du directeur général de l'AIEA. Et il se trouve que c'est au moment où notre président s'apprêtait à faire sa passation de pouvoir pour la présidence tournante de l'Union africaine, qu'ayant eu vent de cette initiative, a proposé au directeur général de l'AIEA de venir à la tribune de l'Union africaine faire le lancement de cette initiative. Et donc maintenant, on attend que notre ministère de la Santé inscrive notre pays pour pouvoir bénéficier des fonds et de l'aide de l'AIEA pour vraiment lancer ces initiatives contre le cancer. Je pense que voilà, c'est un exemple de choses qu'on attend vraiment avec beaucoup d'impatience ici. Alors, je remercie le président de la République pour la confiance qu'il m'a faite en me nommant dans cette position. C'est un énorme challenge. Ça aurait été beaucoup plus confortable pour moi de rester directeur de recherche dans une vie un petit peu plus tranquille et embourgeoisée en France. Je suis venu pour essayer avec le parcours dans les études et puis dans la carrière, c'est 25 ans quand même de carrière de recherche au CNRS, hein, des niveaux qui sont très très sélectifs, où j'ai eu l'occasion d'aller dans les plus grands laboratoires du monde, d'essayer de transmettre un peu cette expérience. Le ministre de la Recherche sortant m'a aidé dans la transition entre ce que je connaissais un petit peu du monde moderne. J'ai travaillé en France, en Suisse, aux États-Unis, etc. Et un peu dans mon retour au pays. On compte aussi sur le ministre actuel de la Recherche pour continuer à nous soutenir. Voilà, je remercie ces dirigeants pour les efforts qui ont déjà été faits. Mais comme je le disais, notamment en termes d'investissement et de soutien des projets de formation, l'essentiel de l'effort dans ce secteur reste encore à faire et reste encore devant nous. Je suis sûr qu'avec la vision du président de la République, ce sont des choses qui lui tiennent à cœur. Et je suis sûr qu'on va avancer dans cette direction. Il faut juste que les choses se concrétisent et que la science ne soit pas oubliée. On est dans un pays où il y a beaucoup d'urgences et on a tendance à suivre les urgences. C'est compréhensible. La science a une temporalité un peu différente et demande des investissements en termes matériels, mais en termes de formation humaine aussi, qui ont des constantes de temps beaucoup plus longues. Et ça, quand on est à gérer des urgences tout le temps, parfois on perd un peu le fil de ça. Donc mon souhait, c'est que à chaque fois on puisse rappeler à ces dirigeants qui ont ça à cœur, mais qui ont 1000 urgences à traiter par ailleurs, que c'est important d'investir dans la science et la technologie.
Je vous remercie. Merci. C'est une interview.